KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Et quelque autre encore dont Augustin ne se ressouvint jamais. Il précéda le médecin qui partait. Toutes choses restaient les mêmes. Les portes grincèrent aux angles d'ouverture où elles grincent toujours. Christine suivit, froide et ardente. Et comme si cette minute exaltée doublait son attention générale et lui évitait toute négligence, « Je vous remercie, docteur. Vous avez été bon. » Dans la rue, le médecin expliqua. Cette transparence d'eau cristalline est caractéristique dès avant le laboratoire. Il faut tout de même y aller. Je ne puis voir à l'œil nu les lymphocytes. Puis, avec netteté, je me suis hâté de susciter cette idée de laboratoire et de consultant. Votre sœur aurait l'impression qu'on n'a pas fait tout ce qu'on a pu, mais c'est en vain. Peut-être 10, peut-être 12 jours. Vous me comprenez, n'est-ce pas ? Augustin fit signe qu'il comprenait. J'aurai Clermont au téléphone dans 3 quarts d'heure. Venez me voir à ce moment. Ces jours de foire sont terribles. Il abandonna Augustin à lui-même. Celui-ci tourna lentement autour de lui, regarda l'heure, remit la montre dans sa poche, émit une expiration longue mêlée de sifflements, se dit qu'il allait falloir chercher l'abbé. L'idée de cette recherche cheminait parmi d'autres, qu'il essayait de remuer, lâchait, reprenait, avec une fatigue immense. Il pensait aussi à Christine. Ça va bien changer sa vie. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant ? Il resiffla, son sifflement mêlé de soupirs. Puis il s'aperçut qu'il venait de parler du pauvre bébé déjà comme s'il n'était plus. Une jeune femme le fixa. Il s'en aperçut. Elle porta ses yeux sur un autre point sans les baisser. Qu'est-ce qu'il apprend, celle-là ? Elle doit croire que j'ai mal fait ma foire, perdu de l'argent. Des mots de sa sœur lui revenaient en mémoire. Bébé, bébé fera les compliments qu'il faut. Des câlineries italiennes sonnaient sur des rythmes légers. Il bambino piccolino dorme e sogna nel lettino. Bébé gazouillait, il riait. Encore tous ces verbes au passé. Il arracha de lui ses souvenirs. La baie, la gare, les trains supplémentaires. Voilà à quoi il fallait penser. La baie avant. Non, la gare. Il n'était pas sûr que ce frère de l'abbé voulût le prendre. L'abbé n'avait pas l'air si rassuré. Il changeait les décisions et les emplois du temps en reclassement harassé. Un ardent petit soleil blanc-jaune, de vent du midi, chauffé comme une lentille. Où avait-il déjà entendu des plaintes sur cette sorte de chaleur-là ? Recru de fatigue, il marchait parmi les tas de plumes, de légumes rejetés, de pourritures de paille, d'œufs cassés, charriés par le flux mercantile, déposés là sur les trottoirs, sur la chaussée, par le retrait des eaux. Oui, où donc avait-il entendu ces plaintes ? Elles lui semblaient déjà anciennes, inexaucées, avec une nuance spéciale de désormais inutile. Il y avait aussi 2 mains jointes et la table de la salle à manger. Ah, oui, il se rappelle maintenant. C'était quand on commençait de soigner le petit bébé pour la prétendue entérite. Cette chaleur, disait Christine, ne finira donc pas. Eh bien, elle peut continuer maintenant. Ce matin, le choc de la mort, une longue stupeur écrasante. Ce soir, des réactions fragmentaires et médiocres. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? La gare se révéla beaucoup moins facile à consulter qu'Augustin ne croyait. L'encombrement des guichets le fit renoncer à rien demander de ce côté-là. Des affiches d'horaires, malicieuses et hors de portée, se cachaient en outre derrière l'amoncellement de grands paniers à volailles et d'emballages à claire-voie, pleins de porcelets. Des poulets écrasés,
privés d'eau, stoïques, dédaignaient de se plaindre et haussaient sur leurs yeux leurs paupières inférieures, comme l'abbé Bourret. D'autres, portés par des paysans, sortaient une tête inerte que la marche de leur porteur rejetait en arrière. Posés sur le sol parmi les immondices et les crachats, ils faisaient comme les hommes. Ils attendaient la mort. Contournant ces amoncellements, Augustin gagna un coin où il put lire les heures de train sur un indicateur local, à couverture verte, au milieu des réclames de maisons de commerce et d'hôtels. Des beuglements de bestiaux et tamponnements de wagons retentissaient sur la voie de la petite vitesse. Neussargues ? Oui, il y a un train. On arrive à 20h17, mais on couche là. Le lendemain, un train atteint Arvent à 8h30. Mais celui d'Arvent sur Clermont est parti à 8h22. Phénomène bien connu. Voyons de l'autre côté, Mauriac, Bord et Gurande. Il y a un départ, mais dans 20 minutes. C'est même pour cela que tous ces gens attendent. Augustin n'aurait jamais le temps de revoir le médecin. Inutile d'essayer. De rudes auberges, des draps râpeux passant fantômes entre les chiffres, et aussi des allaitements de locomotives dans des gorges schisteuses et des pays de nuit. Si la voiture du marchand de vaches le met à Brioude avant 22h47, il aura le soir même l'express de Clermont. À défaut, un interminable train mixte, partant très avant l'aube, l'y déposerait encore à 8h30 du matin. C'est la solution. Lugarde, bord en bord, nom romantique de son enfance, sa mère en parlait souvent autrefois. Il faisait penser aux planaises, au pèlerinage, au grand domaine, à Marie de chez nous. Il la vit souvenir grêle devant les plénitudes, merveille d'une saison de vacances, partie d'un passé déjà plein de morts. Il remontait aux choses très anciennes, vierges de drame, le plus loin possible d'aujourd'hui. Un train de marchandises défila interminablement, les wagons se passant de l'un à l'autre des heurtements géminés. Ainsi, descendaient des montagnes les grands courants économiques faits de passions humaines mécanisées, tressés en quelque chose d'autre, paillassons où rien ne reste du libre jonc des eaux. Ils survivaient au décès, les englobaient dans leur jeu. Ils savaient comment faire. Ils continuaient leur cours déterministe, des pères aux fils, en contournant la mort. Là, dans cette gare, Augustin eut de revoir Anne une grande soif soudaine, douce et déchirante, une agonie de désir qui balaya tout le paysage qu'il avait sous les yeux et l'envoya souffrir là-bas, dans celui où il n'était pas. Resté à l'arrière-plan pendant la plus grande partie de la journée, tiède, tendre et discret, ce désir connaissait cependant des paroxysmes, c'en était un. Il ne lui apparaissait qu'en ce moment même, mais il avait en réalité poussé devant cette boîte aux lettres de gare du souvenir de lettres jetées la veille et d'une sorte de torsion de son pauvre cœur. Un quart d'heure encore, avant d'aller revoir le médecin, un quart d'heure à employer de la gare à l'auberge sur le parcours indiqué par l'abbé. Devant lui marchait un gros homme. Un employé l'accompagnait, qui serra d'air entendu son énorme main rousse. Augustin reconnut l'homme du matin, la grande blouse noire, les admirables chaussures, la loupe sur l'œil, et cette mâchoire de bête bien nourrie dont la force sommeille sous la graisse. Qu'était-il venu faire ? Signer les papiers couleur de paille des expéditions de bestiaux ? La nuque lourde, et les épaules évoquant les fardeaux qu'elles auraient dû porter, roulaient avec une sorte de houleuse souveraineté, due à ce que le personnage précisément n'emportait plus. L'homme s'arrêta devant de nouveaux emballages à claire-voie, pleins de porcelets roses. Une luxueuse et cavalière odeur de cigare se maria au Roland porcin. Une demi-heure plus tard, Augustin savait ce qu'il désirait savoir.
D'abord, aucun garage ne lui louerait de voiture. Pensez-vous à cette heure? Fallait le dire ce matin. Demain si vous voulez, mais ce soir, toutes nos voitures sont sorties. Un point fixé, et d'une. Ensuite, le confrère de Clermont l'attendait vers midi, recevrait l'analyse faite le matin même, partirait sur le champ pour le Cantal, y serait vers 3h30, rentrerait chez lui à 9h du soir. Augustin ruisselait de sueur, une chaleur de fièvre au fond de la gorge, une grande pesanteur dans les jambes, le désir de s'étendre et un espace désert jauni, vidé, étalé devant ses regards par la fatigue et le chagrin. Quand il entra, son sac de voyage était ouvert sur une chaise. Près de lui, un petit tas de linge et de laine et les préparatifs d'un repas froid. Sa mère commença des explications. « Augustin, je t'ai mis 3 mouchoirs, un gilet de flanelle, une chemise de nuit, faux col, manchette et ta trousse de toilette. Maintenant, quand tu voudras manger... » C'était le portrait des petits voyages, avec les couleurs d'il y avait 40 ans. Si les buffets sont fermés, si tu as faim en route, je t'ai mis des madeleines aux œufs et du café au lait. C'est très nourrissant. Je n'ai rien placé encore pour que tu regardes ce qu'il y a. Plus fatigué que lui, non comme lui, d'une lassitude subite et momentanée, mais de la permanente fatigue de la vieillesse dont mourait son corps, elle la dominait en cherchant son souffle. Que faire? Conseiller le repos? Autant valait lui tendre une chaise, comme si tout ne devait que recommencer après l'enfantillage de ce secours. Christine l'affecta d'une autre manière. Comme Augustin remuait les mots en carton-pâte, expliquant qu'il comptait ramener vers 3h le médecin consultant, homme très compétent, bon espoir, 3 semaines encore, ajoutant, pour plus de crédibilité, des remarques sur l'horaire des trains. Elle vint lui serrer entre les mains ses maigres et hautes épaules et se mit à pleurer contre le revers de son veston. Hélas, il lui sembla qu'elle pleurait d'un air dont toute espérance n'était pas bannie. Il agita des « allons, voyons ». Il ne faut pas. Bouillie dont sa vieille mère arrêta la coulée. « Augustin, nous allons commencer la neuvaine à sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Veux-tu t'y joindre avant de partir ?» C'était la dévotion nouvelle. Poussée sur l'un de ces incessants bourgeonnements de saints qui paraissaient à Augustin, quand il dosait dans les crépuscules de ses théories, tous les pour et tous les contre, le phénomène le plus impressionnant de la vie catholique, objet des explications les plus insuffisantes de la part des psychologues dits positifs. Ce qui touchait le plus, peut-être, était son humble utilitarisme, ce rappel des mots si simples. « Seigneur, celui que vous aimez est malade. » Cette très vieille demande de toutes les âmes, les chrétiennes et les autres, d'être allégées de ce que la terminologie catholique appelle les croix. Mais il éprouva dès ce moment, en une lucidité acide et accablée, le désespoir de ces 2 femmes quand expirait le laps de temps naïvement alloué à la venue des lettres de grâce. La sommation de guérir était pour dans 9 jours. Il est vrai qu'on y entendait aussi parler de mérites gagnés par nos propres souffrances, joints aux mérites de Jésus et des saints, et toutes les paraphrases du mot éternel. Que ce calice s'éloigne de moi, néanmoins que votre volonté soit faite, et non la mienne. Augustin se dit alors que le 9e jour pouvait venir pour ces femmes, et pas plus que le grondement finissant de la foire, les dernières convulsions de la douleur et de la mort ne rompraient leur vie intérieure. Il prit le temps, avant de partir, de passer 5 minutes dans sa chambre et d'écrire d'un seul jet. « Madame, nous avons les plus graves inquiétudes pour la santé de mon petit-neveu. Je vais à Clermont, chercher un consultant. Comment vous exprimerai-je mon émotion infinie? Je ne le sais, ni dans combien de jours. À l'hommage de mon profond respect, oserais-je joindre, madame, toutes mes tremblantes gratitudes.
Il ne relut pas, il eût relu sans fin, mais les mots s'agitaient dans sa tête. Trop de réserve, pas assez de réserve, et il ne savait pas. Infinie, tremblante, les mots ne lui plaisaient pas. Sa timidité héritée s'exprimait en des tons froids, détestait tout ce qui ressemblait à un jour sur son cœur. Il ferma cependant l'enveloppe sur cette lettre obscure, d'abord parce qu'il n'avait pas le loisir d'en écrire une autre, puis parce qu'elle était vraie, ensuite parce qu'il tremblait devant bien des choses, y compris la mort, et à cause du remords qu'il sentait d'y mêler son bonheur. En partant, il jeta un dernier regard sur ce qui restait des roses. Augustin et l'abbé se trouvèrent devant l'hôtel comme l'horloge de la gare, visible au bout de l'avenue, marquait 6h moins 10. À l'extrême bord du trottoir, plusieurs tonneaux coupés en deux, juste au milieu de la bonde, abritaient un fusain en chacune de leurs moitiés, constituant, comme leurs homologues, les tonnelles de banlieue, une retraite d'intimité avinée, un coin de campagne pour buveurs. Le trottoir tolérait des tables rondes et des chaises. Un banc vert passé, marqué « Allez frères », amputé d'un pied, équilibré par un bloc de bois, offrait ses courbes, vieux mutilé bienveillant. Augustin posa son sac et attendit. Un portail immense s'ouvrait aux voitures et aux chevaux. Des dépendances considérables s'étendaient derrière l'immeuble, remises, écuries, vaste cour baignée dans une odeur de foin, de poules et de bestiaux. Des paysans passaient, guidaient des chevaux, criaient en mots patois violents, dépensaient le surcroît d'âpreté accumulé pour la foire, comme on dilapide les derniers sous d'une monnaie étrangère avant de rentrer en France. Par la fenêtre ouverte, Augustin voyait très bien le gros homme de ce matin et de la gare, cubique, puissant, assis devant une table parmi des blouses bleues. Il l'avait pressenti, c'était lui. Avec une autorité ennuyée, il manipulait des billets de banque que les paysans logeaient dans leurs poches d'un geste de plongée aux grandes profondeurs. « Ah !» fit l'abbé qui semblait ne pas oser approcher. « Mon frère en a pour un quart d'heure encore. » L'opération finie, la table dégagée et 5 ou 6 verres, remplis d'un liquide rouge vif, consommé sans doute aux frais de l'homme quoiqu'il n'y mît point les lèvres, Augustin le vit se lever sans regarder ses buveurs, d'une surrection massive et morne. C'est alors que l'abbé l'aborda. Pendant qu'il exposait leur parenté et leurs désirs, en un compte-rendu coupé par les grognements du marchand de bestiaux, Augustin ne pouvait s'empêcher de goûter la congruence de cette voix de feutre, cette épaisse absence de geste, l'animalité repue des mâchoires et les énormes doigts roux de manière de vache. « Monsieur, fit Augustin, quand l'abbé eut parlé, je vous remercie de bien vouloir. »« Mais moi, dit l'homme, fixant le petit ruban de la Légion d'honneur que portait Augustin, je ne sais pas si je vas vous emmener, moi. Je ne suis pas un service public, il y a des garages, c'est pas pour les chiens. S'il fallait qu'on emmène tous les cousins et toutes les cousines... » Il parlait de sa voix sourde et enrouée, qui ne devait pas s'entendre à 3 pas. Toute vibration en surcroît, toute nuance, tout attrait humain, perdu dans ces sonorités obscures comme des sculptures sous des sables. Augustin se sentit poignardé. L'urgence du départ, la vie fuyante de bébé, des morceaux dépareillés d'horaire, la vision d'un express filant au bord de nuit, mêlés dans sa tête, s'imprégnèrent d'une vague saveur d'insulte. Il tourna les talons, jugeant toute excuse inutile. Mais l'abbé le rappela presque aussitôt par la fenêtre. « Monsieur Méridier ! Monsieur Méridier !»« Bah oui !» faisait l'homme quand Augustin rentra. « Comme il y a tout de même un de mes toucheurs de bœuf qui est forcé de rester ici ce soir, pour des bêtes que j'y pensais pas, je peux vous donner sa place si vous voulez. » La décoration d'Augustin continuait de l'intéresser. Peut-être l'avait-elle décidé. Et d'un ton qui était un adoucissement quoiqu'il n'y parût guère,
C'est pour la gare de Brioude ? Oh, vous y serez avant l'express de Clermont. Augustin remercia ce rouage économique à peine assez différencié pour constituer une personne humaine. Le visage rouge et blond, rasé de près, lavé de frais, soigné, sentait une vague odeur d'eau de toilette. Une partie de l'œil gauche luisait sous la grosse verrue. Un peu bigle aussi, il semblait à la remorque du premier, en retrait sur quelques bas-côtés de la route où l'autre filait droit. « Restez là, fit-il. Et il l'ignora désormais. Il acheva de régler ses notes au comptoir, rédigea et remit des ordres écrits à 2 gars en blouse, fit des comptes, sortit, se planta debout, face à l'enfilade des cours, au beau milieu de la porte cochère, et cria d'une voix de graisse et de basalte un rocapelle dont la première syllabe devait remonter à des temps d'une très antique histoire. « Aou, Dulzo, prenne ton volant et amène la thé. » Des paysans le saluèrent avec cette déférence qu'il devait jadis marquer aux grands propriétaires, tempérée par le pataugement dans les mêmes étables. La voiture vint. Augustin reconnut cette marque voyante et fort chère qui garnissait la page entière d'un illustré de luxe avec le dessin d'une automobile. D'une dame seule, d'un chauffeur et d'un Pékinois, arrêtés tous les 4 devant un perron à colonnes. Elle tremblait à souffle très doux. Toutes ces lignes fondues en des résultantes d'une pesante et volante élégance. Mais sur les tapis et les housses se dispersait en désordre un monceau déshonorant de sacs, de paquets, de boîtes métalliques, de caisses en bois étiquetées fragiles et 3 gros pains de 6 livres. Une peau de bique couvrait le tout. L'odeur de foin et d'avoine nuançait la respiration du pétrole. Quelques graines sortaient de la déchirure d'un sac. « Allez, allez !» dit l'homme à l'abbé et Augustin qui faisait des manières à qui franchirait le premier les sacs. « Vous direz bonjour demain. J'ai 4 arrêts en cours de route. » Il s'installa, embraya, démarra, sans s'occuper de Julot, qui dut courir après la voiture et l'envahir au vol. 2 dos de peau de bique, l'un neuf, celui de Julot, l'autre râpé, celui du patron, dressèrent 2 gonflements jumeaux. La voiture erra autour des carrioles et des troupeaux de moutons. Elle tâtait les creux, contournait les éventaires, les tentes de la fin du jour. Tous ces tassements paysans se fussent maintenus hermétiques devant une automobile inconnue, mais se révélaient perméables et meubles pour la sienne, d'où partaient des jovialités patoises et ces cris sans articulation dont on parle aux bœufs. On attendit quelques minutes au passage à niveau. Augustin put loger ses jambes parmi les sacs, puis le doux paysage désarticulé se mit à couler sur chaque rive de la route. Enfoncé dans le capitonnage, son coude appuyé au bras de fauteuil émergeant de la paroi, relâché des inquiétudes matérielles qui le tenaient depuis 2 heures, Augustin s'abandonnait à quelque chose comme une désolation mêlée de repos. Ce n'était pas là qu'il voyageait, sur cette route que longeait la rivière, avec cet abbé mystérieux et ces 2 pots de bique barrant un horizon qu'il ne regardait pas, mais dans une autre voiture presque semblable, séparée de lui par 24 heures à peine, et une effroyable distance entre les jours. Il supportait, immobile, appuyé sur son coude et les yeux fermés, une souffrance pareille au brisant d'une douleur physique. L'air gardait ce même goût mouillé de prairie et de soir. Un pelucheux manteau de montagne se pencha devant lui d'une transparence de fantôme. Tout au plus se surprit-il à taper nerveusement du pied. Il entendit l'abbé lui parler, vit le creux de sa main posé en entonnoir contre ses lèvres. « Nous allons bien, nous serons dans les gorges assez vite. » Il fit un vague signe remerciant. Par des gorges toutes pareilles à celles de son enfance, on atteindrait de hauts plateaux dont il faudrait redescendre pour retrouver les vallées larges où passent les chemins de fer. Du moins, il le croyait. Mais le profil des routes et les pays traversés furent plus complexes que ce schéma. Le glissement de toutes choses le sollicitait.
Aux deux côtés de la voiture, filaient des apparences sans matière, troncs d'arbres remontés de prairies, maisons pleines de soirs, plantées au bord des routes. Une rapide fuite sans secousse leur enlevait toute masse avec le temps de la sentir. Cette revue de la terre docile et finissait par appeler le voyageur vers les formes torpides de la souffrance. Rien ne s'arrêtait de ce dont l'essence est de couler, ni le temps, ni les douleurs, ni les délices, ni la vie. Un chien se jeta contre la roue avant et fit retraite, hurlant, la patte pendante. La peau de bique de Julot, penchée vers le patron, demanda, flatterie obscure, « De quoi qui se plaint ? Là encore, 3 de bonnes. » Ce fut la seule conversation de cette partie du voyage. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.